nouvelle minute spatiale. Il y a toujours du contenu, hein. Le spatial, c'est incroyable en ce moment, hein. C'est l'avalanche. Et ça intéresse les gens, donc vous avez toujours plus de photos, toujours plus de tirs. C'est l'usine. C'est une putain d'usine. Je me rappelle d'une époque où quand il y avait un tir par mois, c'était déjà exceptionnel. Un tir par mois. Waouh. Putain, maintenant, c'est un tir tous les jours, voire plus parfois. Et c'est... Oh merde, d'ailleurs, j'ai oublié, je voulais montrer... Attendez, je vais aller récupérer. J'ai loupé un tir. J'ai oublié un tir. Merci à vous. Eh mec, crois-moi. Je ne me force pas. Hein, vu que je suis ça moi-même, ça me coûte quasiment rien de juste le faire, partager aux gens et de le montrer. Comme je dis, tout le monde n'a pas le temps de s'informer sur le sujet, parce que ça prend du temps. Et il s'avère que moi, j'ai cette chance. Et je prends le temps aussi. Ah, je fais pas autre chose, hein, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Et là, magnifique. J'avais oublié ce tir. Et c'est vrai que, bah, on vit une époque incroyable. Tout simplement. Hein, une semaine avant le tir de la fusée lunaire. Non. On va pas s'avancer autant. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant que ça décolle. D'ailleurs, là, ils ont décalé. Le WDR à cause du froid. On va en reparler. Regardez-moi ça. Comment va Pépé? Je pète la forme. Pépé pète la forme. En week-end, grand soleil dehors. J'ai réussi à faire mon ménage ce matin. L'appartement est magnifique. Super. J'espère que vous allez bien aussi, hein, les mecs. Hein. Voilà. Ouais, pas la peine de me vous voyer. Hein. Hein, on est entre nous, hein, YouTube, Twitch, tu peux me tutoyer. Hein. Ouais, pas de vous les mecs ici. Hein. Pas de vous. Hein. Pas besoin. Hein. Regardez ça. Varda Space. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des news de Varda. Varda, ils avaient redéployé une nouvelle capsule. Et Varda, c'est un peu une compagnie de taxi maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont des capsules, vous mettez des trucs dedans, et ils vous ramènent. Donc si vous avez des choses à faire en orbite, pour du médical, des tests, des expériences rapides, vous voulez tirer rapidement, récupérer rapidement, et ben Varda, donc là c'est en Australie, hein, leur pad de récupération. On peut parler de ça à la troisième personne, absolument. Ah, tu fais ce que tu veux, mec. Hein. Est-ce que vous avez pu voir les Gripen déployés en Islande? Non, je suis assez loin de Keflavik, l'aéroport. Mais j'ai rien vu. Bon, des fois c'est des F-35, des fois c'est des Gripen, c'est... Donc ouais, Varda a récupéré sa capsule, et 5 missions, donc c'était la 5e mission de Varda Space, et toutes les missions sont des réussites, et ils arrivent à faire des trucs de dingue maintenant, et ça intéresse beaucoup de gens. Hein. Donc là, c'est leur tweet officiel, ils vous disent simplement qu'ils ont récupéré dans donc The Test Range, c'est là où ils récupèrent leur capsule de Kooniba, c'est je crois au centre de l'Australie. Et ils avaient une multitude de payloads, donc de charges utiles, entre autres l'US Navy. L'US Navy en partenariat avec AF Research Lab, et ils avaient donc des nouveaux types de matériaux abrasifs pour tester la résistance. Ils avaient aussi, comme ils ont testé pas mal de choses au niveau de l'autonomie de la mission afin de faire des manœuvres orbitales, aussi de déployer et de récupérer rapidement des charges utiles, et aussi de tester des technologies hypersoniques. Comme je vous dis, ils sont sur un... Ça fait partie du New Space. Vous avez des compagnies de Uber dans l'espace. Eux, littéralement, vous déploient des trucs et les récupèrent. Ça serait une compagnie d'avenir, ça. Je sais même pas s'ils sont en bourse. Et vous voyez, s'il fallait mettre des actions sur des petites compagnies prometteuses, Varda Space fait partie de ces compagnies à gros potentiel. Parce que ce qu'ils font, personne d'autre ne le fait. Et vous avez quelques compagnies comme ça, extrêmement intéressantes, et qui ont du hardware. Vous voyez, c'est pas juste des beaux trucs 3D, comme on voit souvent en Europe, des beaux rendus 3D, tout. Eux, ils tirent des capsules, ils les récupèrent, et ça fonctionne plutôt bien. Ils en sont pas à leur premier coup d'essai. Très intéressant. Capsule inhabitée, absolument, on dirait une image d'IA, c'est absolument pas des images d'IA, les mecs. Tout ce que je vous montre, il n'y a pas d'IA. C'est comme ça qu'ils récupèrent les capsules. On voit qu'elles sont bien cramées, d'ailleurs, les capsules dans la réentrée. Mais comme je dis, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. On a souvent vu des photos, on a même vu des vidéos de l'entièreté de la réentrée. Là, ils n'ont pas diffusé la vidéo, mais je crois que c'était la mission 4, celle la précédente. On avait l'entièreté de la vidéo de la réentrée de la capsule, ce qui est totalement incroyable. Et ouais. À propos d'Europe, vous vous rappelez qu'on avait la fusée Spectrum d'Isar Aerospace. Ils avaient eu un problème.
Problème de valve, problème de météo. Ils ont décalé le tir au 19 mars, au plus tôt. Visiblement, ils ont résolu leur problème de valve. Mais il leur faut 1 mois et demi. 1 mois et demi de plus pour réussir. Je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas commenté. Ils ont juste dit on ne tirera pas avant le 19 mars. Voilà. Donc on verra ce que ça dit. Hein. On verra ce que ça dit. Voilà. Donc 19 mars, on sera là. Et puis on espère que la Spectrum, elle va décoller, aller un peu plus haut que le vol précédent, où elle a failli détruire son pad à quelques dizaines de mètres près. On verra bien d'ici là, d'accord. Donc on n'est pas prêt d'avoir un vol de la Spectrum, malheureusement. Alors, on parlait de la SLS. Quelqu'un me demandait si la SLS allait décoller la semaine prochaine. Non. Personnellement, je ne pense pas. Normalement, elle devait faire son... donc, on avait vu, elle a été amenée au pad en vue de la mission Artemis 2. On va retourner autour de la Lune. Et le souci, c'est que en ce moment, ils ont une vague de froid majeure aux États-Unis. Ils ont des températures glaciales, négatives, et dont en Floride, ce qui est assez rare d'avoir un tel froid en Floride. Et ils ont, pour des raisons de sécurité, vous savez, les fusées sont faites pour opérer dans certaines températures, d'accord. Ça inclut la SLS. Et il s'avère que la SLS, ils veulent pas prendre de risques avec le froid. Donc ils ont décalé, normalement... D'abord, ils avaient décalé à demain, mais le froid sera toujours là. Donc à après-demain, lundi, le WDR. Donc vous attendez pas à avoir un vol 2 ou 3 jours après. Surtout que il faut que le WDR se passe bien. Les Artemis 1, les WDR, c'était très mal passé. Je crois qu'ils avaient dû faire 4 WDR avant de réussir à avoir... ça jette un froid au changement climatique, on s'en branle. C'est du cherry picking que tu fais. Ouais, il fait froid à un endroit... et souvent, le réchauffement climatique, c'est aussi du dérèglement climatique. Tu peux avoir... C'est pas tant un réchauffement global, mais que les schémas habituels sont aussi bouleversés. Il y a tout, tu vois. Il y a tout. Tu peux pas juste dire « Ah bah il a neigé là, il n'y a pas de réchauffement climatique. » Non, ça fonctionne pas comme ça. Non, la Spectrum était remontée. C'est surtout un jeu de mots pourri avant tout. Eh bah s'il est pourri, il fallait peut-être pas le faire. Hein? Et la Spectrum était montée à, je crois, 100 ou 200 mètres. Extinction des moteurs. Et elle était retombée juste à la verticale et pas loin de son pad. Putain. Donc ouais, ils vont devoir faire un WDR lundi. Et on verra bien si ça passe ou pas. Il y a un monde où ça se passe mal, hein. Problème de moteur ou problème de quoi, d'un truc trop important. Ils vont la ramener au hangar. Et c'est pour ça que les fenêtres de tir, les mecs, ne vous attendez pas à un tir la semaine prochaine. Hein. Parce que faudra d'abord la confirmation que le WDR s'est bien passé. Et après, il y aura la météo qui va rentrer en jeu. Est-ce que la météo sera bonne? Il faut être patient avec l'espace. Surtout avec ce genre de mission extrêmement complexe, avec une fusée qui vole peu. Vous avez plus de chances de trouver des problèmes que de ne pas trouver de problèmes. Donc ouais, et comme il y a un facteur humain, vous avez un risque, vous pouvez pas prendre de risque que ça se passe mal en fait. Donc ouais, vous pouvez pas prendre de risque. Donc ouais, on verra bien. On verra bien lundi. Déjà, s'ils font leur WR lundi, c'est même pas sûr encore. Et voilà. Il n'y avait pas eu des soucis sur une navette spatiale à cause du froid. Elle avait explosé, la navette spatiale, à cause du froid. Challenger a explosé à cause du froid. Et tout le monde savait qu'elle allait exploser. Hein, les ingénieurs, ils savaient qu'elle allait exploser. Ils ont dit non, ne la tirez pas, elle va exploser. Et ils pensaient même qu'elle allait exploser au pad et elle a explosé en altitude. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, ça fait encore couler beaucoup d'encre sur le fait que... Et ça a bouleversé pas mal de choses au sein de la NASA en termes de relations entre les huiles et les ingénieurs. Les gens savaient qu'elle allait exploser. C'est ça qui est le pire. Hein. Pour des raisons politiques, ils ont autorisé le tir alors qu'ils auraient jamais dû autoriser le tir. Aujourd'hui, on n'autoriserait plus... Ça serait plus possible de faire ça aujourd'hui. C'était une autre époque. Et on a une autre mission habitée, hein, Crew 12, hein. Hop là. Hop. Magnifique. Regardez ça. Crew 12. Et on a la française. Sophie Adno, je crois. C'est rare qu'on ait des Français dans l'espace, hein. Les derniers, c'était Thomas Pesquet. Là, il fait 10 degrés en Floride quand même. Écoute, la NASA en tout cas veut pas prendre de risques. La NASA veut pas prendre de risques. Et voilà, donc... si la NASA dit non, la NASA dit non.
Report aussi mars. Ouais. Donc ouais, les fenêtres, les mecs, c'est très simple. Hein. Si ça vole pas le 10 et le 11, on bascule sur le mois suivant, et etc. Regardez, ils ont prévu les fenêtres jusqu'à fin avril. Hein. Donc preuve que ça pourrait durer longtemps. Il faut être patient. C'est des grosses missions. Le spatial, c'est jamais à l'heure. Il faut être patient, tout simplement. Normalement, la mission Crew 12 est prévue pour mi-février. Il y a un monde où on aurait presque les missions back-to-back. Oh, Piestic! Merci, mec! Le Prime, magnifique, 7 mois. Tu régales. Blastick, j'espère que je peux monter bien ton pseudo, il est pas facile à prononcer. On peut attendre une semaine de plus, mais c'est ça, la SLS, on l'attend depuis des années, les mecs. Vous savez, ça fait tellement longtemps que je suis le spatial que maintenant, je suis d'une patience. C'est jamais à l'heure. C'est jamais à l'heure. Faut suivre les étapes une à une, et puis ça finit par décoller. Ça prend son temps. Des fois, il y a de la chance, des fois, il y a de la pas chance, des fois, il y a la météo, des fois, il y a des problèmes techniques. C'est rare qu'une fusée décolle à l'heure. C'est rare. Mais ça arrive. Comment sont établies les fenêtres? Par rapport, entre autres, à où tu veux aller. Entre autres, tu veux aller autour de la Lune, et tu veux revenir après sur une trajectoire bien spécifique. Tu peux pas tirer tout le temps. Il faut que la Lune soit parfaitement alignée avec ta trajectoire. Donc si tu regardes un peu, tu remarqueras que c'est toujours les mêmes fenêtres. Tu vois, à chaque mois, c'est quasiment les mêmes fenêtres. Parce que, en fait, c'est les fenêtres où c'est bon pour l'alignement de la Lune sur la trajectoire aller-retour, en fait. Donc c'est pour ça que les fenêtres sont quasiment identiques chaque mois. Parce qu'en fait, ça correspond au jour où tu peux tirer par rapport à où tu veux aller. Et comme tu peux pas juste tirer et aller n'importe où. Ça fonctionne pas comme ça. La prochaine mission Soyuz, j'en sais rien. Ils ont pas de pad. Ils ont pas leur pad à Baïkonour pour les vols habités déjà. Et j'ai pas vu de tir russe cette semaine en tout cas. Comme dit, les Russes sont plutôt discrets sur leurs tirs, généralement. Il y a la semaine d'avant, on est au courant. Mais là, j'ai rien vu pour Votochny ou Plesetsk. Qu'est-ce que j'ai manqué? T'as rien manqué du tout. Je parlais juste de Varda. Là, la SLS, elle fait son WDR lundi. Ça a été décalé à cause du froid. La Spectrum ont eu des problèmes de valve de Isar Aerospace. Donc, c'est pas avant le 19 mars. Et voilà. Blue Origin! Ils ont fait parler d'eux cette semaine, les mecs. Blue Origin qui est d'habitude si discret. Donc, vous savez que Blue Origin opère la New Shepard. Hein, la New Shepard, là, c'est l'espèce d'attraction pour touristes. Vous savez, où ils mettent quelques mecs dedans, ils les envoient sur la ligne de Carbone à 100 km et ça redescend. Et ben... On a la New Glenn, qu'on attend avec impatience, peut-être en février. Et il s'avère que ils ont fait une annonce fracassante à Blue Origin. Ils ont annoncé qu'ils allaient geler le programme de la New Shepard et de tous les vols habités de la New Shepard pour 2 ans au moins. Donc Blue Origin a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient mettre en pause les vols de la New Shepard afin de faire basculer les ressources de la New Shepard sur le développement des capacités lunaires de la compagnie. Cette décision est le reflet de l'engagement de Blue Origin afin de retourner sur la Lune et d'établir une base lunaire permanente. Blablabla. Bla bla bla. Pour faire simple, ils n'ont pas assez de ressources, ils ont trop de programmes, d'accord ? Trop de programmes, pas assez de ressources. Ils ont décidé de dégager le programme le plus inutile et le moins rentable, la New Shepard, et de remettre tous les ingénieurs et tout le personnel et les ressources sur leur programme lunaire. Ce qui est une incroyable nouvelle, parce que la New Shepard, c'est une belle attraction pour touristes, ça fait de la relation publique, mais ils doivent se rendre compte que tout le monde s'en fout, et que c'est pas rentable, et qu'ils auraient plus besoin de mettre leurs ressources dans des choses plus importantes. Donc là, vous avez Dave Limp, ça sort de nulle part, hein. Même les employés de Blue Origin n'étaient pas au courant quand c'est tombé. Et surtout qu'ils ont des boosters en construction et tout. Ils ont des boosters de la New Shepard en construction. Dave Limp, il a dit, allez hop, c'est fini. Ça... Voilà. C'est beau. Donc ouais, vous avez Blue Origin, on verra plus la New Shepard, ce qui est une bonne nouvelle, je pense, parce que la New Shepard, comme vous dites, c'est une attraction pour touristes. Elle a aucun intérêt. Elle avait un intérêt technologique pour apprendre à faire atterrir les boosters. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun intérêt technologique maintenant qu'ils arrivent avec la New Glenn à poser la New Glenn. Et ouais, bah c'est du gâchis de ressources, c'est du gâchis d'argent pour de la relation publique qui est même pas intéressante. Tout le monde s'en fout. Genre, ils ont dû aller voir les chiffres, hein. Tout le monde s'en fout de la New Shepard et de ce qu'elle fait.
Donc ouais, ça se bouge chez Blue Origin, absolument. Mais comme je dis, ils ont un nouveau patron qui est extrêmement dynamique. Et Dave Limp, il a totalement conscience que le futur, c'est pas la New Shepard, c'est la New Glenn. Et tout le business autour de la Lune, il y aura de l'argent à aller chercher. Et donc ouais, c'est une grosse nouvelle pour Blue Origin. Ça montre aussi que ouais, ils ont pris conscience que il y a une course contre la montre au niveau de la Lune et qu'il y a peut-être des contrats à récupérer avec la NASA et tout ça. Que SpaceX a aussi, avec Starship, a besoin de temps. Et Blue Origin veut peut-être mettre ses pions. Et pour ça, il faut des ressources. Il faut des ressources, il faut de la main-d'œuvre et des moyens. Donc ils ont décidé de geler le programme de la New Shepard. J'adore. C'est génial. Voilà. Bon bah écoutez, on va pouvoir... attendez, j'ai aussi une bonne nouvelle, regardez là. Vous vous rappelez le Kuiper, hein, on parle souvent de Kuiper. Kuiper Leo, c'est son nouveau nom, donc je dis souvent Kuiper Leo, qui est la constellation d'Amazon. Ça avait donné lieu au plus gros contrat de l'histoire de l'aérospatiale, plus de 10 milliards de dollars, lorsque Amazon avait acheté pour 102 tirs. C'était il y a 2 ou 3 ans, ou 3-4 ans. J'en avais fait une minute spatiale. Amazon avait acheté 102 tirs de toutes les fusées disponibles en Occident pour pouvoir déployer la constellation. 18 tirs avec Ariane Espace. D'ailleurs, il y a une Ariane 6 qui va bientôt décoller en configuration lourde en février pour la première mission de Kuiper, donc la première mission de 18. 24 lancements avec la New Glenn. 38 lancements avec la Vulcan. Sauf que vous savez comme moi que la Vulcan ne vole pas. Et à l'époque, ça avait fait grand bruit au moment du contrat, puisque SpaceX n'était pas inclus dans le contrat. Alors qu'on sait tous que SpaceX, c'est eux qui ont le plus de fusées, ils sont le plus à même, techniquement, de déployer une constellation, parce qu'eux-mêmes déploient Starlink, d'accord? Ça avait fait grand bruit, parce qu'en plus, SpaceX, c'est le moins cher du marché. Pour des raisons logiques, Amazon, c'est la compagnie sœur de Blue Origin, ne voulait pas donner un contrat à SpaceX. C'est son concurrent, vous n'allez pas donner de l'argent au mec qui vous enterre. C'est un peu logique, d'accord? Sauf que c'était très mal passé au sein d'Amazon, puisque les actionnaires d'Amazon avaient attaqué le conseil d'administration en justice en leur disant « Pap, vous êtes en train de perdre de l'argent volontairement alors que vous pourriez tirer sur Falcon 9 avec SpaceX. Vous le faites simplement par pur ego. » Et le conseil d'administration à l'époque avait lâché prise et avait dit « Ok, on va donner un contrat à SpaceX, 3 tirs. » Vous voyez, c'était juste pour le faire genre. Hein. Vous avez vu les autres tirs. 18 tirs à Ariane Espace, 24 Blue Origin, 38 tirs sur la Vulcan. 3 tirs pour SpaceX. Et SpaceX, l'année dernière, en effet, honoré son contrat. C'est eux qui ont honoré le mieux le contrat, puisqu'ils ont fait 3 tirs à la suite en juillet, août, octobre 2025. 3 tirs réussis. Et ça, c'est sorti hier, les mecs. Hein. Vous pouvez pas faire plus frais. Ça vient des fins fonds de la FCC. Et il s'avère que le conseil d'administration a dû être très content de ce que SpaceX a fait, puisqu'ils sont allés les voir et ils leur ont proposé une nouvelle option pour 10 tirs supplémentaires. Regardez, ça date de hier, c'est les tirs mis à jour. Et SpaceX, 13 tirs. Donc ils ont eu une option de 10 tirs. Parce que SpaceX, on sait qu'ils bossent bien, ils bossent rapidement. Et voilà quoi. Et ça pose un énorme problème parce que vous avez par exemple la Centaur. On sait que la Centaur a des problèmes. Elle n'a pas volé en 2025, ce qui est catastrophique. Ils ont des quantités de tirs à honorer avec les Space Force, ils n'y arrivent pas. D'ailleurs, on aura bientôt une Vulcanopade pour les Space Force. Mais ils ont 38 tirs pour Amazon. Comment ils vont honorer ces 38 tirs? Ils n'arrivent même pas à la faire voler 2 fois par an, alors qu'elle devait voler extrêmement régulièrement. Donc je dis souvent, ULA est en train de se péter la gueule. Leur révolution technologique avec la Vulcan ne monte pas en puissance. Là où Ariane 6, par exemple, monte en puissance, à ma grande surprise. Oh, y'a de ces codes, je l'ai vu avant. Juste quand j'ai tourné la tête. Et ouais, vous avez donc le problème de la réalité. À l'époque où ils ont filé le contrat, ULA était convaincu qu'ils arriveraient en 2025 à la faire voler 1 fois par mois. Ils n'y arrivent pas. Et on peut se poser la question de qui va récupérer. Il y a un monde où ils vont pas pouvoir honorer ça, parce qu'il y a des dates butoirs, donc il y a des gens qui vont récupérer ces tirs. Blue Origin a déjà 24 tirs à honorer. Bon courage pour honorer les 24 tirs. Ariane Espace a déjà 18 tirs. Bon courage pour honorer les 18 tirs. La Atlas 5, elle est décommissionnée. C'est-à-dire que là, vous avez un nombre d'Atlas 5 bien... Il doit en rester une dizaine. Un nombre d'Atlas 5 bien spécifique. Vous n'en aurez pas plus. Donc vous pouvez pas prendre les tirs de la Vulcan et de les mettre sur la Atlas 5 parce que la Atlas 5 est déjà entièrement bookée.
Et je suis prêt à mettre ma main au feu que peut-être SpaceX va récupérer encore plus de tirs, en récupérant peut-être les tirs de ULA, les tirs que ULA n'est pas capable d'honorer. Et SpaceX va... Vous savez que les 13 tirs de SpaceX, là, c'est quasiment $1 milliard, les mecs. Hein. On parle de très très grosses sommes. SpaceX, ils ont dû faire un prix premium juste un peu plus bas que les autres. Et ils vont utiliser des vieux boosters qui ont déjà volé 20 ou 30 fois. Et ils vont... c'est des contrats... Comme dit, le contrat global, je crois, était en 10 et 12 milliards de dollars, avec des options et tout en plus. Et SpaceX est en train de récupérer le contrat de déploiement de son concurrent. Aïe, 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 aïe. Bah ouais, on parle de Kuiper Leo, c'est le concurrent de Starlink. Et SpaceX est en train de récupérer le contrat de lancement de son concurrent. C'est totalement dingue. Mais c'est l'avantage d'avoir une bonne offre sur le marché et d'avoir des fusées. Les mecs ont besoin de fusées. Ah bah on en a. Bah écoutez, on se fait un petit deal et puis c'est parti. Amazon a de l'argent, SpaceX a des fusées. Voilà. C'est beau, hein. Peut-être qu'ils lanceront le reste sur Starship. Rigole pas, mais je suis sûr que l'option est sur la table. Je suis sûr que l'option est sur la table. Si Starship V3 parvient à monter en puissance cette année, on espère un tir parfait cette année, on espère, rien n'est jamais sûr avec Starship, ou l'année prochaine, et que tu vas voir Amazon en leur disant, écoutez, on peut déployer 150 satellites d'un coup, ou 100 d'un coup, vous êtes prêts à payer? Et si Amazon voit que Arianespace ou ULA sont dans le mur, ou la New Glenn arrive pas à suivre, il y a un monde où le conseil d'administration d'Amazon, il dira, ouais, carrément, allez-y. Déployez-nous notre putain de constellation. C'est win-win, les mecs. Voilà. C'est win-win, hein. Donc après, comme je dis, Starship, c'est encore un autre monde et on reparlera de Starship tout à l'heure. D'ailleurs, à propos de Starlink, hein, rappelez-vous, hein, ils sont on avait dit que la Lufthansa allait déployer Starlink sur tous ses avions, plus de 700 avions. Là, vous avez encore un contrat chaque semaine qui passe. Là, c'est Gulf Air. La compagnie de Bahreïn, je crois, la compagnie nationale de Bahreïn, qui a signé pour toute sa flotte. Hein, je crois que c'est 40 et quelques avions. On n'a pas le nombre, je crois que c'était 45 avions. Toute sa flotte, entre autres les Airbus A320. Et ils vont aller mettre Starlink sur toute la flotte de Gulf Air. Voilà, vous voyez, c'est les contrats qui passent. Vous savez que cette année, Starlink, ça va peut-être être 85% des revenus de SpaceX. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, SpaceX est devenu une filiale de Starlink. Starlink est le monstre. Et c'est vrai qu'en termes de revenus, c'est Starlink qui est la poule aux œufs d'or et qui va générer des énormes revenus pour financer Starship. C'est même plus les lancements, les tirs qui financent les fameuses subventions de l'État américain, les contrats et tout. C'est Starlink qui finance SpaceX. J'arrive à la fin. Non, pas encore. Pas encore. C'est pour ça qu'il y a les rediffs, les mecs. Hein. Les rediffs, elles sont... il semble que les rediffs YouTube fonctionnent bien, là. Donc, 1 heure après, je vous mets les rediffs. Hein. Écoutez, on va pouvoir s'attaquer à la minute SpaceX. Oh, d'ailleurs, attendez, non, il y a encore des trucs à dire. Les Chinois ont tiré 31 janvier. C'était quand? C'était tout à l'heure. C'était il y a 7 heures. Une longue marche de C. Hop là. Je l'ai pris pour un ami en Suisse, ça marche super bien. Ah ouais? Il en est content? Il en est content de son Starlink en Suisse. Il est il est dans un endroit pas très bien couvert en termes de fibres et tout ça. Parce que bon, vous avez aussi du terrain montagneux. Des vallées mal connectées en Suisse. Starlink est parfait pour la montagne. Et ouais, en Suisse, tout le monde n'habite pas en ville. Et vous avez des coins qui sont un peu isolés en Suisse. Difficiles d'accès. Et Starlink est parfait pour ce genre de terrain, justement. Il est fait pour les terrains un petit peu isolés. Regardez! Et il tire pour l'Algérie, les mecs! Une longue marche de C. Il est en montage, ça marche super bien. Ouais. Tu l'as pris en fixe. C'est un Starlink classique fixe. Parce que s'il fait de la rando, t'as aussi Starlink mobile. Où tu te balades avec ton Starlink directement dans le sac. Et ça te permet, où que t'ailles en montagne, d'avoir une super connectivité. Starlink mobile. J'ai vu des gens qui en étaient extrêmement contents, des gens qui font de la randonnée ou des premiers secours, qui se baladaient avec du Starlink mobile dans le sac. 30 secondes à déployer,
et t'as ton Wi-Fi n'importe où en fait. Genre n'importe où. T'es à 5000 mètres d'altitude, t'as ton Wi-Fi à 5000 mètres quoi. Et le mobile est bien plus cher, absolument. Parce que c'est une technologie qui est encore plus complexe en fait. Donc ouais, regardez, ça c'était pour l'Algérie. L'Algérie avait signé un contrat avec la Chine pour déployer, je crois, 4-5 satellites de remote sensor. Donc, putain, comment on dirait ça c'est même pas de l'observation, mais ouais, on va pas rentrer dans le détail. C'est même pas des télécoms, c'est de l'observation, on va dire ça comme ça. Et ouais, ils ont... c'est rare de voir les Chinois... Capteur à distance, merci. C'est rare de voir les Chinois tirer pour l'étranger. Donc l'Algérie a toute une série de contrats avec la Chine. Regardez-moi ça. Oh, attendez, je vais mettre le son dans le casque. Parce que là, on a comme je dis, la com des Chinois, les mecs, c'est incroyable. Hop là. Est-ce que vous voyez le hot stage? Benji! Merci mec, tu regardes là! Regarde. 15 mois. Vous voyez le hot stage au milieu? Hein? La vieille sauce soviétique? L'anneau de hot stage? Je croyais que l'Algérie avait des fusées pourtant. J'étais surpris d'apprendre que l'Algérie avait pas un programme spatial habité avec une station en orbite et tout. Eux qui sont premiers dans tout, là. J'étais un peu déçu. Pas mal. On va se le refaire. Qu'est-ce qui se détache de la... C'est tous les petits panneaux de protection à la con qui servent à rien en fait et qui retombent au décollage. Entre autres, tout l'anneau de hot stage. Pour éviter que t'aies plein de merde qui viennent se mettre là-dedans, tu mets des toutes petites protections. Au décollage, tout tombe, tu vois. C'est pas... Juste des petits trucs de merde. Pas mal, hein. Donc ouais, c'est la Chine qui tire pour l'Algérie. Donc des satellites d'observation, le capteur à distance et compagnie. À la vidéo sur Rai, ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Pourtant, je suis resté extrêmement factuel. Hein. J'ai essayé de ne pas mettre mes opinions un peu trash sur le sujet. Je me suis dit, ok, Pépé, tu fermes ta gueule. On va juste voir les faits, ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Et voilà. Et ouais, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Téléchargé par... Ouais, le coup est parti seul. Le coup est parti seul. L'arme était pas sécurisée, en fait. Ce qui peut arriver. Peut-être la sûreté pas mise. Shit happens. Donc ouais, et on a eu un autre tir. Donc ouais, Rocket Lab qui a aussi une sacrée cadence de tir. Hein. Rocket Lab, ça c'était... Hop là. C'était il y a quelques jours. Rocket Lab qui a encore tiré. Et Rocket Lab, rappelez-vous, ils sont en situation de monopole sur les micro-lanceurs mondiaux. Pourtant, il y a des dizaines de compagnies qui sont en train de se préparer à amener leur fusée au pad. Et Rocket Lab est un peu sur le toit du monde en ce moment. Avec beaucoup de contrats, une très grosse cadence de tir. Très impressionnant Rocket Lab. T-minus 20 seconds and counting. Maya Space, pardon. Une des compagnies concurrentes, ouais. Maya Space. 10, mais là, on est à la péninsule de Maya, vous voyez. 7, j'ai confondu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regardez ça, les vues en drone, les mecs. La com de Rocket Lab. À quand le premier tir de la Terraner? Q1 2027? Au mieux. On la verra peut-être au pad en 2026. Q1 2027. Sans certitude. Stage 1 propulsion nominal. La com est propre, hein? An excellent launch for Electron from Launch Complex 1 Pad A, and we are on our way to space for the 81st time. Electron is already about 5 kilometers above the launch pad right now, and will soon reach maximum aerodynamic pressure, otherwise known as max Q. This is the first milestone to listen out for, and it marks the moment in Electron's ascent when the atmospheric pressure... Genre, je me demande si c'est pas le seul pad... Ouais, non, dans l'hémisphère sud, non, il y en a d'autres.
Mais ouais, c'est le seul pad dans le Pacifique, en tout cas, dans ce coin-là, opérationnel. Il y a bien un pad en Australie, mais ils ont pas réussi à aller en orbite. Gilmour Space. Cleared max. Le pad de tir se situe où là? En Nouvelle-Zélande. HVB district. Confirmation there from Mission Control that we have cleared Max Q. Ouais, la Guyane est au sud, c'est ça. Beautiful views Absolument. of that rocket Regardez, on its ça c'est le way. Pacifique, c'est la Nouvelle-Zélande. At T plus 1 minute 29 seconds, we are now more than 21 kilometers above Earth, Les vues sont belles, hein. moving at more than 2000 kilometers an hour to reach orbit. Donc ouais, Rocket Lab, ils ont une cadence de tir assez dingue aussi, hein. C'est pas SpaceX, mais c'est une petite compagnie Rocket Lab. Et ouais, ils sont parvenus à résoudre le problème d'une cadence de tir élevée. Aller en orbite, c'est très dur. Être capable de beaucoup tirer, c'est encore plus dur. Ouais. Regardez ça, le Pacifique, les mecs. Ça a de la gueule, hein. Et surtout, ils sont fiables. Ils sont fiables, Rocket Lab, et bah ouais, preuve que même des petites compagnies peuvent faire des miracles. Mais c'est extrêmement difficile. On avait vu Astra aller en orbite, mais ils n'ont pas réussi à banquer là-dessus. 15 seconds to On a vu Virgin Orbit aller en orbite, mais ils n'ont pas réussi non plus à banquer là-dessus, ils ont fait faillite. Et c'est compliqué de pas faire faillite dans ce business. Hein. Juste au nord de l'équateur, Kourou. Kourou est juste au nord de l'équateur. Donc c'est peut-être en effet le seul pad dans l'hémisphère sud. Stage ignition confirmed. Fonctionnel. Oh, regardez-moi, ça a de la gueule. Hein. Mine de rien, la com de Rocket Lab... ils ont... Oh, regardez le booster qui tombe. Oh là 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 là. Au Brésil, il n'y a jamais rien qui est allé en orbite. Il y a un pad en Australie, un pad au Brésil, mais il n'y a jamais rien qui est allé en orbite en fait. Stage engine startup. A nice clean run for Electron on this mission so far. Now next up will be fairing jettison when the two halves of Electron's nose cone split in two and fall away, revealing... Je suis pauvre, non mais Benji, mec, les subs c'est une option. Mec, t'as déjà fait le mécène assez comme ça, garde ton blé mec. Let's keep an eye out. Garde ton blé et profites-en. C'est l'électron absolument. Encore un vol d'électrons, comme je dis, Rocket Lab a une énorme cadence de tir. Et regardez-moi ça, on va voir les coiffes, normalement. Hop là, les coiffes. Magnifique. fairing jettison confirmed. Et on voit les coiffes après derrière, là, qui redescendent. Le Rocket Lab, c'est un micro-lanceur, hein. C'est vraiment un tout petit lanceur. On est bien loin d'une Falcon 9 et je parle même pas d'un Starship. Hein. Mais il y a un marché pour ça, pour des micro-charges, même si le marché n'est pas viable économiquement. C'est pour ça qu'ils vont faire la Neutron. Ça appartient à qui, Rocket Lab? Ça appartient à son propriétaire. Putain, comment il s'appelle? Je vieillis, j'ai oublié son nom. Ça appartient à son propriétaire, tout simplement. Ils n'ont pas été rachetés par qui que ce soit. C'est quoi le nom du propriétaire Neo Z qui est l'ingénieur en chef, hein, le mec, hein, il est parti de zéro. Hein. Il est parti de zéro, il faisait péter des fusées quand il était jeune, et voilà. Peter Beck, bien sûr, Peter Beck. Très intéressant à écouter, Peter Beck. C'est quelqu'un de très intelligent. For Electron's second stage, the Rutherford engine that you see on your screen there burns for a little over 6 Bon voilà, en tout cas le vol s'est bien passé. Le vol s'est bien passé. Hop. Et ouais, donc Electron, Rocket Lab avec ses Electrons qui ont une sacrée cadence de tir. Mine de rien, c'est très très impressionnant. Quand est-ce que les Français vont louer des terrains pour des pads privés? En soi, ils le font déjà. À Kourou, t'as Maya Space qui a son propre pad. Je crois qu'il y a peut-être PLD Space aussi qui aura son propre pad. On a des compagnies privées Avio, bien sûr, Avio, oui, avec la Vega, absolument. Avio, ils sont indépendants maintenant. Et ils ont leur pad à Kourou. Donc là, techniquement, la France loue déjà des pads à des compagnies privées. Il n'y a rien qui décolle encore, à part Avio avec la Vega, mais il y a déjà des choses qui sont prévues, en tout cas, des infrastructures. Donc ouais. Bon, écoutez, on va passer maintenant à la minute SpaceX. On va aller voir d'abord il se passe des choses intéressantes avec la Falcon 9 en ce moment. On va pas aller voir de tir de Falcon 9, d'accord? Il y a eu que des tirs de nuit,
mais ils ont une cadence de tir totalement folle. Néanmoins, il se passe des choses intéressantes. Ça, c'est janvier 2026 pour la Falcon 9. Ils ont tiré, regardez, 3 janvier, 4 janvier, 9 janvier, 11 janvier, 12 janvier, 14 janvier, 17 janvier, 18, 22, 25, 28, 29, 30. Ils ont tiré 13 fois en janvier. C'est énorme, hein. 13 Falcon 9. Néanmoins, on va aller voir d'où ça a décollé. Vandenberg, donc en Californie, hein, le pad SLC4, on sait qu'ils auront un autre pad sûrement cette année opérationnel, mais pour le moment il n'est pas là. Vandenberg, CLC4, donc je dirais juste Vandenberg. Cap Canaveral, on sait qu'ils ont 2 pads à Cap Canaveral. Ils ont LC39 et CLC40. Cap Canaveral, Floride, CLC40. Cap Canaveral, CLC40. Vandenberg, Cap Canaveral, CLC40, CLC40. Vandenberg, CLC40, Cap Canaveral. Vandenberg, Cap Canaveral, CLC40. Vandenberg, Cap Canaveral, CLC40. Ils n'utilisent pas leur autre pad. Ils ont arrêté d'utiliser LC39. Tout ça, c'est sur 2 pads, ce qui est totalement malade déjà, sur 2 pads, d'avoir une telle cadence de tir. Mais ils n'utilisent plus leur 3e pad. Quelqu'un est allé poser la question au VP de SpaceX sur Twitter, et il a répondu que simplement, le problème, vous faites des feux statiques pour tester la fusée, puis après vous amenez la fusée, et le souci du pad LC39, c'est que, bah, vous le savez, le pad LC39, il y a autre chose en construction sur le pad LC39. Hein, voilà le pad LC39. Donc vous voyez le pad de la Falcon 9, il est là. Penses-tu que SpaceX pourrait être intéressé par des tirs en Guyane? Non. Non, ils sont pas intéressés par des tirs en Guyane. Ils ont déjà... Comprends que la Falcon 9 est plus proche de la fin que du début. La Falcon 9, ils auront 4 pads maximum. Elle a atteint son plein potentiel, la Falcon 9. SpaceX est all-in sur Starship. D'accord? Et ils veulent pas avoir affaire à l'Europe, à la France et toutes ces conneries. En Guyane et compagnie. Amener des Starships en Guyane et tout, il n'y a aucun intérêt pour eux. Ils préfèrent rester sous législation américaine avec une réglementation et la FAA qu'ils connaissent, plutôt que de se frotter à l'Europe. Et puis on sait que bon, les Européens, la bureaucratie européenne est un enfer sur pattes. Hein, voilà. Donc là, vous avez le pad LC39 et vous avez derrière le monstrueux pad A, on va l'appeler le pad A en Floride de Starship. Et le problème, c'est que si vous commencez à tirer une fois tous les 3 jours de LC39, vous ne devez pas juste tirer. Vous devez faire les feux statiques, amener les ergols, vous devez aussi fermer le pad. Vous pouvez vous en douter, personne ne peut bosser sur le chantier quand vous avez une Falcon 9 qui vient faire ses essais et compagnie. Et je pense que SpaceX a décidé de ne plus utiliser LC39 ou de moins l'utiliser. Là, il y a une Falcon Heavy qui va normalement bientôt arriver. La Falcon Heavy, elle sera tirée d'ici. Et je pense qu'ils vont commencer à mettre ce pad au repos pour pouvoir se focaliser à 100% sur le pad A de Starship pour éviter de perdre du temps en fait. C'est une énorme perte de temps d'arrêter toutes les équipes à cause d'un décollage de Falcon 9 qui va prendre plusieurs heures et compagnie. Vous voyez, c'est normal. Et vous avez des procédures de sécurité, vous ne pouvez pas bosser sur le pad de Starship avec une fusée derrière en train de charger les ergols. Et SpaceX a dit on perd trop de temps à cause des Falcon 9 qui décollent de ce pad. Donc on va bourriner sur CLC40. On va tout mettre sur CLC40. D'ailleurs, CLC40 peut faire décoller des missions humaines. Donc le pad là est toujours opérationnel, mais il est au repos parce qu'ils veulent se focaliser sur Starship. D'ailleurs, la zone là-bas elle est interdite aux gens, d'accord? On n'a pas beaucoup de photos du pad. Parce que les gens n'ont pas le droit d'y aller. Là où à Starbase, au Texas, vous avez la route à côté, donc les gens peuvent s'arrêter et prendre des photos. Là, les gens n'ont pas le droit d'y aller, d'accord? Donc on a très très peu de photos du pad, à part parfois peut-être un patron de SpaceX qui prend une photo. Et donc regardez ça, c'est pas le pad A du Texas. On ne sait pas d'où vient cette photo. On s'est posé beaucoup de questions. D'où cette photo sort? C'est la première fois. Ça a été pris peut-être par un drone ou d'une grue. Peut-être un employé qui a pris une belle photo et qui l'a partagée. Cette photo, elle ne devrait pas être là. Mais c'est la photo du pad A.
On a l'impression de revoir qu'il y a quelques mois le pad A au Texas, mais c'est le pad A en Floride qui a fait des énormes progrès avec la table orbitale de Mi. On voit déjà ça avance incroyablement vite. Entre autres parce qu'ils arrêtent de tirer du pad, donc ils peuvent bosser 7 jours sur 7, H24. Et ça avance à une vitesse dingue en Floride. Ça va vite. Hein. Donc ça, c'est le pad LC39, d'accord? Et ce pad-là... D'ailleurs, attendez, est-ce que j'ai... Voilà, regardez, vue d'avion, en satellite. On voit que la ferme orbitale, j'avais déjà dit qu'à notre grande surprise, la ferme orbitale du pad était très très bien avancée. Ils ont fait ça en quelques mois. Ils continuent... Nick, c'est moi! Salut, merci pour ton prime! Génial. C'est mon alerte préférée, Mélenchon. Et ouais, vous avez toute la ferme orbitale. Ce pad avance vite. Ce pad avance incroyablement vite. J'oserais pas dire qu'on aura un Starship à la fin de l'année ici, mais on aura peut-être un Starship qui sera amené par bateau pour tester tout, en fait. Et le pad avance à une vitesse... Ah oui, le pad, là, il sera fini à la fin de l'année, je pense. À voir comment... On sait qu'ils vont amener des Starships par barge, mais je suis agréablement surpris de la vitesse à laquelle ils sont en train de construire ça. Ça va très, très, très vite. Et ouais, en plus de ça, cette semaine, ils ont eu la FAA. Donc la FAA, vous pouvez pas juste construire un pad et tirer, d'accord? Vous devez faire toutes des... Le défi de la V3, c'est son bouclier thermique. C'est un problème réglé. Non, c'est pas un problème réglé. Il va falloir faire voler le V3, faire une réentrée, pour voir comment tient le nouveau bouclier, les améliorations qu'ils ont faites. Donc pour faire simple, il va falloir faire voler Starship V3 pour voir le résultat. Voilà. C'est sûrement le plus gros challenge technologique de faire un bouclier thermique réutilisable. Plus encore que d'aller en orbite. On sait que Starship arrive à aller en orbite. Et le bouclier thermique est le gros challenge. Donc là, vous avez la FAA qui a rendu son avis pour le pad LC39. Pour ce pad-là. Et la FAA a dit que SpaceX pouvait désormais tirer un 44 Starship par an de ce pad. Donc là, vous avez le pad LC39. Ils ont l'autorisation de tirer 44 Starship par an avec les récupérations. Tirer 44 fois et en plus récupérer Je suis un peu surpris de la si faible distance entre le pad et la ferme orbitale en cas d'explosion du booster au pad. Ça changerait rien. Si tu le mets 100 mètres plus loin, si t'as un booster qui explose au pad, t'inquiète pas que t'auras d'autres soucis que ta ferme orbitale. T'auras d'autres soucis que ta ferme orbitale. Crois-moi. Et 100 mètres ne changeront rien. Ouais. Donc la FAA a donné son autorisation pour ce pad. Donc c'est officiel, hein, c'est la review écologique et compagnie. C'est pas une licence de tir, d'accord. Après, vous devez la demander individuellement pour chaque vol. Mais ils ont l'autorisation. Ils ont l'autorisation de tirer 44 Starships par an. C'est énorme, hein. Je me rends compte, 44 Starships par an depuis ce pad. Sachant qu'ils ont un autre terrain, un autre. Donc ça, c'est LC39. Mais on sait qu'ils ont récupéré SLC37, qui est à quelques kilomètres de là. Et que SLC37, voilà à quoi ça ressemble. Ça a été pris cette semaine. Donc c'est des travaux, hein, mais dites-vous qu'ils ont déjà démoli les anciennes infrastructures de ULA pour la Delta Heavy. Il y avait ici un pad qui a été détruit par SpaceX pour reconstruire leur pad. Alors on avait déjà vu des vues d'artistes. Voilà à quoi ça devrait ressembler, mais ils vont construire 2 pads sur SLC37. Vous avez vu LC39, il y a un pad. Sur SLC37, ils vont construire 2 pads. Là, c'est une vue d'artiste. Vous noterez qu'il n'y a pas de ferme orbitale, les mecs. Intéressant, la vue d'artiste. C'est mignon, ça vend bien. Ils ont mis de l'air pour faire genre vert. Il n'y a pas de ferme orbitale. Hein. Il y aura une énorme ferme orbitale pour pouvoir gérer ça. Mais ils vont construire 2 pads ici. Et on sait que l'Air Force... Donc, on n'a pas encore eu la review de la FAA. Mais on sait que l'Air Force, parce que c'est un pad de l'Air Force, des Space Force, les Space Force ont donné leur autorisation pour 77 tirs par an de Starship sur ces 2 pads. Donc vous ajoutez les 77 tirs potentiels, on va dire 70, les 70 tirs potentiels de SLC37 avec les 44 tirs de LC39, vous commencez à faire les maths, on est sur du 130 tirs par an. Ça fait 1 tir tous les 3 jours de Starship du Cape avec les récupérations.
Et les travaux sont en cours, hein. C'est pas genre c'est pas juste des belles vues. Ça bosse, ils bossent comme des malades. Par exemple, va falloir construire des nouvelles tours. Regardez, ça c'est à Roberts Road. C'est un peu la base logistique. C'est là où ils remettent en état les premiers étages de Falcon 9 et tout. Donc ça a été pris en avion cette semaine. Vous avez déjà de quoi faire construire une nouvelle tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez toute une nouvelle tour de prête. Tous les composants de la nouvelle tour sont prêts, il n'y a plus qu'à les mettre et à les amener. Et regardez, vous avez des nouveaux chopsticks en construction. Ils sont en train d'assembler. Bah ouais, il va falloir aussi les chopsticks. Ils sont en train d'assembler des nouveaux chopsticks parce qu'il va falloir 2 tours supplémentaires. 2 tours supplémentaires. Donc ils sont en train de commencer à construire tous les composants. Dès que les fondations seront prêtes, ils viendront les empiler et on aura une nouvelle tour de Starship d'ici quelques mois, sans aucun doute. Peut-être à voir l'avancée des travaux, je dirais dans 4-5 mois, ils vont commencer à stacker la première tour sur SLC-37. Donc ouais, on est, comme je dis, c'est le programme Starship, c'est le programme le plus dingue en termes d'infrastructure. C'est pas juste des fusées qui décollent. L'infrastructure est intéressante, mais c'est le plus gros programme d'infrastructure de l'histoire de l'aérospatiale. Ce qu'ils sont en train de faire là. Et ça a un coût. Hein. Donc vous comprenez l'intérêt d'avoir une poule aux odeurs comme Starlink qui injecte sans cesse. Ça coûte des milliards. Hein. Ça coûte des milliards, les mecs. Hein. Et les faire bosser comme ça, et comme dit, c'est pas des glandeurs. Hein. Chez SpaceX, ils bossent comme des tarés. Ouais, ça construit dur. Hein. Regardez, en même temps, en Floride, regardez la Gigabay. Vous vous rendez compte, il y a quoi 2 mois, je vous avais montré des photos de la Gigabay, elle était au niveau 1, quoi. Là, regardez un peu les mecs. Hop là. Sont en train de construire comme des dingues. Et vu de loin, ça fait ça. Dites-vous que là, elle est à la moitié, je pense. Elle est à la moitié de sa taille. Elle est qu'à la moitié. Elle n'est pas finie, là. Elle est à la moitié. Elle va encore prendre peut-être autant de niveaux, je pense. Ce sera un des bâtiments les plus gros de Cap Canaveral avec le VAB, où il y a la SLS, où ils stackent tout ça. Et c'est monstrueux. La taille du bousin, ça fera presque peut-être 120 mètres de haut. 120 mètres de haut, je pense. Là, un peu moins, peut-être 110 mètres de haut. Les 2 gigabits. Totalement fou. Hein. Sachant qu'ils en construisent une autre en même temps au Texas. Donc on a 2 gigabits qui se tirent la bourre pour savoir qui va être fini en premier. Donc là, vous avez à droite la gigabit, celle qu'on a vue là en Floride. À gauche, pardon. Et à droite, vous avez la gigabit de Starbase. Donc c'est un effort, c'est pas juste une. Ils en construisent 2 en même temps. Et ils feront toutes leurs opérations, des boosters, maintenance, stacking et tout ça. Là-dedans, il y aura une... comme je dis, c'est fou. C'est fou. Quand il n'y a pas de col blanc pour faire chier et que tu as le pognon pour faire bosser les gens... Parce que vous savez, les gens, ils sont heureux de bosser. Hein, SpaceX paye bien. SpaceX, ils vont payer vos heures supplémentaires la nuit et tout. Quand les gens... les gens sont contents de bosser. Hein. C'est du boulot. Hein. Et ça paye bien. Et ouais, dès qu'il n'y a pas de col blanc ou trop de bureaucratie, on est capable de construire des trucs de dingue. Et à SpaceX, c'est fait pour que ça aille vite, en fait. Il y a une volonté de ne pas perdre de temps avec des conneries. Et on bosse. Et vous voyez les résultats. Hein. Ils bossent 7 jours. Ils bossent tout le temps. Vous allumez les caméras à n'importe quelle heure. Les mecs, vous voyez, projecteur. Et les mecs bossent la nuit. On ne dort jamais chez SpaceX. Et c'est fou. C'est fou. Donc ouais, malheureusement, on n'a pas encore... Alors, Musk a dit sur Twitter, Elon, que ça allait voler dans 6 ou 7 semaines. J'ai du mal à vol 13. J'ai du mal à le croire, vu qu'ils n'ont même pas encore commencé les campagnes de tir et les campagnes d'essai. Ça pourrait aller très vite. Quand ils vont commencer à claquer du doigt, ça pourrait aller très très vite. Mais peut-être la semaine prochaine, on aura un booster au pad pour tester. Ils ont fait les premiers tests de simulation d'amener un booster au pad B. Parce que le pad B est quasiment terminé, je pense. Quasiment terminé. Donc, mais ils ont amené un booster sans booster. Ils ont juste amené le chariot pour simuler un booster au pad B pour voir si tout s'emboîte bien et tout ça. Comme je dis, vous devez tester les pads. Vous ne pouvez pas juste finir une telle construction et puis amener un booster, quoi. Donc là, ils commencent les tests en réel, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils considèrent que peut-être le pad est fini. Et ouais, si ça veut voler dans 6 ou 7 semaines, va falloir commencer à mettre un bon coup d'accélérateur sur les essais cryo de B19 et de S39.
C'est qu'une question de temps, de jours, voire de semaines avant qu'on ait les deux campagnes qui commencent en même temps, les deux campagnes d'essai, les deux campagnes d'essai cryo. Et pendant ce temps, ils construisent. Vous avez vu, hein, ils construisent comme des malades de l'infrastructure. Vous avez le séparateur d'air. Le séparateur d'air, SpaceX veut commencer à faire son azote, son oxygène liquide et son méthane liquide directement sur place. Donc on a des énormes infrastructures qui sont en train d'être construites. Ça, c'est juste à côté du pad. Hein. C'est à quelques centaines de mètres du pad. Et on les a vus les derniers jours et semaines amener en kit leur séparateur. Et regardez ça. C'est amené par chariot et ils les empilent. Bam, bam, bam. Ils construisent ça comme des Lego. Tout est déjà assemblé, préassemblé. Ils ont une énorme grue. Il y a une énorme grue juste au-dessus. Hein. Et ils vous empilent les énormes... comme je dis, ça, pour des ingénieurs qui bossent là-dedans, c'est du porno. Hein. Ce que fait SpaceX, à tout assembler en kit, tout amener en kit, hop, 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 hop. Et c'est... Le machin commence déjà à être énorme, regardez. Regardez, vous avez juste les grues derrière. Ils sont en train de construire ça à toute vitesse. Un séparateur d'air, voilà, ça va leur permettre d'avoir moins de trafic et d'être moins dépendants. Ils vont directement connecter la ferme orbitale au séparateur d'air. Comme ça, ils pourront directement injecter l'oxygène liquide et l'azote liquide dans les réservoirs. Ils seront plus dépendants d'avoir 120 ou 130 camions qui viennent, parce que vous pouvez en douter, pour tirer un Starship, il faut 120, 130 camions, l'oxygène liquide, le méthane liquide. Et ils vont même installer aussi toute une usine avec sûrement un processus de sabatier pour faire leur propre méthane liquide sur place en complément du merdier. Voilà. Des convois de 200 camions, mais c'est sûr. C'était absurde la quantité de camions, et s'ils veulent augmenter leur cadence de tir, ils ont totalement un goulet d'étranglement logistique autour des matières premières pour tirer, hein, l'oxygène liquide et tout ça. Et c'est vrai qu'ils sont... Peut-être que certains se rendent pas compte à quel point ils sont isolés en fait à Starbase. Je vais vous mettre une photo que j'avais enlevée, mais je vais vous la mettre. Voilà. Donc là, vous avez vu de l'intérieur des terres, d'accord? Starbase est au bord de la mer. Est-ce que vous voyez le Rio Grande? Donc là, c'est la frontière avec le Mexique. Là, vous avez la frontière, le Mexique, c'est à droite. Voilà, le Mexique. On voit Massé. Vous voyez le site de Massé? Où ils testent, entre autres... ils testent les boosters, ils font tous les essais cryo, même ils font les feux statiques maintenant des chips. Donc Massé est vraiment à 50 mètres de la frontière mexicaine, vous voyez? Et vous avez au fond là-bas, regardez, on voit le site de lancement, launch site, et on voit là où ils construisent, entre autres, est-ce qu'en zoomant à mort, on voit la gigabay et les mégabay? Hop. Donc ils sont au milieu de nulle part en fait. Ah non, ça c'est moi ça. Ah, pardon. Faut que j'arrête de faire ça. Voilà. Non, ça c'est le séparateur d'air. Je vais zoomer. Putain. Je vais zoomer encore plus. Voilà. Ouais, on voit la gigabay en construction. Vous voyez les 4 grues juste à gauche de Sanchez. On voit 4 grues. Ça, c'est les 4 grues de la gigabay. C'est pour se protéger de Massé. Bonne question. Peut-être, ouais. Peut-être. Parce qu'il y a déjà eu des explosions à Massé. Ils ont détruit... c'était S-36, je crois. Ils avaient pulvérisé S-36. Ah ouais, ça avait fait grand bruit. Grand bruit, littéralement, et grand fracas. Donc là, et vous voyez au fond le launch site. On a les 2 tours. Et vous avez la gigabay en construction. On voit qu'elle est qu'à moitié de la taille des autres. Et vous voyez qu'ils sont isolés. Tout doit être amené. Il n'y a même pas de port. Vous voyez, ils n'ont même pas de port. Tout doit être amené par la route. Depuis South Padre Island. Et ouais, logistiquement, ils sont parvenus à construire un spaceport au milieu de nulle part. Mais ils sont isolés sans train, sans port. Et tout doit être amené, y compris l'oxygène liquide et tout ça. Vous comprenez que qu'ils ont dû demander un paquet de fréquents dédommagement. Non. Les Mexicains gueulent des fois, mais les Mexicains, il ferait mieux de s'occuper des cartels et de la drogue, et de tous les gens qui se font buter chez eux à cause des cartels de la drogue, que 3 morceaux de métal qui atterrissent de l'autre côté du Rio Grande quand ça explose. Vous voyez? Donc ouais, ils sont vraiment au milieu de nulle part. Donc c'est un énorme challenge technologique en soi, d'amener tout ça et de construire tout ça.
Donc vous pouvez comprendre que l'intérêt d'être capable de faire de l'oxygène liquide, de l'azote sur place, pareil avec du méthane, pour ne plus être trop dépendant des infrastructures, surtout que quand vous faites passer 120 camions là, ça explose les routes aussi. Ça explose les routes et ils passent leur temps à refaire les routes, hein, Starbase. Voilà. C'était la même chose en Floride au début de Cap Canaveral, un marécage absolument. Cap Canaveral était pareil, c'était une presqu'île un peu isolée, au milieu d'une zone humide. Et d'ailleurs, Cap Canaveral aujourd'hui est toujours une réserve naturelle. Une réserve naturelle parce que, mine de rien, là où des fusées décollent, vous pouvez pas mettre de supermarchés, de centres commerciaux, de maisons. Et mine de rien, indirectement, ça a l'air impressionnant de faire décoller une fusée, mais vous les faites, ça préserve tout autour parce que vous pouvez pas faire venir les gens en fait. Et ça reste des déserts et des zones tranquilles, hein, des zones humides préservées. Voilà. Donc c'est la même chose avec Cap Canaveral. Cap Canaveral, c'est une réserve naturelle. Vous avez partout des bestioles et tout. Ça serait pas plus rentable de construire une voie ferrée? Si, mais c'est pas si simple. Tu peux pas juste construire une voie ferrée. Il faut les autorisations, il faut demander, il faut une gare, il faut de l'infrastructure, il faut demander les permissions à tous les écolos du coin. C'est un casse-tête administratif de construire une voie ferrée au milieu d'une zone humide. Tout simplement. Le mieux, ça serait même un aéroport, un port et une voie ferrée. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Le sol est instable, absolument. Quand vous voyez les fondations qu'ils posent, ils posent des fondations gigantesques. Parce que ils sont justement sur une zone humide. Hein. Voilà. Et voilà la gigabé. Hop, attendez, je vais dégager ça. Voilà, regardez. Donc ça, c'est la gigabé. J'ai compté, ils sont quasiment à la même hauteur en Floride et au Texas. Donc vous pouvez voir que la gigabé a vocation à être aussi haute, voire plus haute que les 2 mégabés là, vous voyez. Les 2 mégabés qui sont déjà gigantesques. Hein. Elles font 100 mètres de haut, quoi. Et là, vous avez... Donc ouais, on est à la moitié à peu près. Ça va être un bâtiment absolument énorme. Absolument énorme. Et on aura des photos tôt ou tard de l'intérieur du bâtiment. Et putain, ça... Waouh, ça sera quelque chose. Hein. Donc ouais, ça dort jamais à SpaceX. En attendant le vol 13, vol 12, ça pose de l'infrastructure... vol 13, je crois. Ça pose de l'infrastructure à gogo. Et ouais. D'ailleurs, SpaceX, ils ont fait parler d'eux cette semaine aussi. Ils ont posé à la FCC un document intéressant, une demande. C'est officiel, hein. C'est pas un fake. Hein. Pour poser 1 million de satellites. Alors les chiffres sont dingues, d'accord, c'est de la science-fiction. Ça ferait 6 vols de Starship par an sur 7 ans. Les gens ont crunch les maths. Ont commencé à crunch les maths. Et ça serait entre autres lié au déploiement de centres de data center en orbite. Vous savez que cette semaine, SpaceX a absorbé XIA. Vous savez, toute la branche d'intelligence artificielle d'Elon Musk, XIA, a été absorbée par SpaceX. Donc SpaceX aujourd'hui n'est pas seulement avec Starlink une compagnie de télécom et de lancement, ils font aussi de l'intelligence artificielle. Et vous avez, on sait que Musk a un sens des affaires parfois pour voir à long terme, et on sait qu'il voudrait commencer à installer de l'infrastructure spatiale uniquement avec le soleil pour avoir de l'énergie solaire justement et faire tourner. On n'est pas déjà saturé avec les 7000 de Starlink. Non, absolument pas. On n'est absolument pas saturé, mec. On est tellement saturé que qu'on a OneWeb avec 600 satellites, qu'on a les Chinois en train de déployer 2 méga constellations et qu'on a Amazon qui vont en mettre 15 000. Il y a de la place là-haut. Il y a de la place. Est-ce que ça sera un problème? Oui, bien sûr. Voilà. Combien? 1 million. Ils ont demandé la paperasse pour 1 million sur probablement une décennie. Le système, et donc ça sera des data centers en orbite reliés à Starlink. Et vous pouvez vous en douter, le but sera d'utiliser l'énergie solaire plutôt que de poser ça au sol. Les mecs, il y a des barrières technologiques qu'on ne connaît pas et tout ça, mais c'est de l'avenir. Vous savez, Starlink, c'était pareil. Hein. Il y a Starlink, il y a quoi 10 ans. Starlink, c'était pareil. On disait la même chose, c'est impossible de déployer 2000, 3000 satellites, c'est impossible de récupérer
des fusées, de les refaire voler. J'étais le premier à le dire. J'étais littéralement le premier à le dire. C'est pas possible techniquement, c'est de la science-fiction. Et là, on commence à parler de data center en orbite. Et vous l'aurez pas, SpaceX, c'est une compagnie d'infrastructure, d'accord? Ils créent des infrastructures, SpaceX. Ils tirent pas juste des fusées. Ce que vous avez là, c'est simplement pour faire du data center en orbite et vendre les clés. Et vendre les clés à Google. Google, Microsoft. Regardez, on a des data centers en orbite. Ça coûte cher l'électricité sur Terre. On peut vous fournir ça pour moins cher. Comme Starlink. Ah, la fibre optique, là, elle est pas très qualitative. Elle coûte un peu cher. Écoutez, nous, on peut vous proposer un système plus pratique. Directement en orbite. Et ce que vous avez là, c'est potentiellement un des plus gros projets d'infrastructure jamais mis au point. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle. D'accord? Ça va gérer les radiations. Absolument. Tout. Les radiations me posent pas tant de problèmes que la maintenance. Le problème des data centers, c'est qu'il faut de la maintenance. Vous avez des gens qui bossent tout le temps dans un data center pour la maintenance. Les radiations, ça, on connaît plutôt bien en orbite. Tu sais, on a des gens en orbite. Hein. On a à bord de l'ISS, on a des gens qui restent 6 mois en orbite. Voilà. Hein. Je suis plus inquiet, par exemple, pour la maintenance, pour la technologie chaud-froid, évacuer le trop de chaleur. Pour le coup, le soleil sera parfait en termes, l'énergie solaire sera parfaite pour ça. Mais c'est un programme de dingue. Et vous savez, on a de la chance de vivre dans une époque comme ça, où on a des compagnies ou des mecs comme Elon Musk. On peut détester Elon Musk, mais ça, c'est totalement Musk. Hein. C'est totalement la vision de Musk de voir ce genre d'infrastructure spatiale, l'intérêt à long terme de ce genre d'infrastructure spatiale. Et on a la chance de vivre une époque où il y a des gens assez tarés pour avoir ce genre de vision, et qui crunchent les maths en disant « Ouais, avec Starship, ça va peut-être le faire. Ouais, on aura peut-être 10 ans de retard, mais on va peut-être le faire. » Et vous avez des... Putain. Hein? Moi, je me rappelle d'une époque où ils faisaient pousser des concombres à bord de l'ISS. Hein, c'était les exploits de faire pousser un concombre et du piment à bord de l'ISS. Oh, putain. Quelle époque. Ça serait quoi l'orbite pour les types de data centers? Alors, le système sera opéré entre 500 et 2000 km d'altitude. 30 degrés, Synchronous Orbital Inclination, SpaceX... Ouais, ils auront une multitude de différents designs, hardware par rapport à ce qu'ils auront besoin. Ouais, comme je dis, c'est tout juste le premier batch de papier. Et eux-mêmes, je pense... on sait que SpaceX change tout le temps. Ça, le truc, c'est que ils trouvent des trucs, ça leur convient pas, ça change... Et SpaceX change tout le temps. Donc c'est difficile à dire tant qu'on n'aura pas des images, des photos de prototypes et tout ça. Totalement, hein. Totalement dingue. Hein. Ok. Totalement dingue. Comme je dis, je suis sceptique. Tout comme j'étais sceptique avec Starlink au début. Et maintenant, Starlink fonctionne incroyablement bien. La technologie est folle. Mais pour ça, il va leur falloir un Starship. Et pas juste un Starship. Il va leur falloir des milliers de Starship. Je crois que quelqu'un avait compté, c'était 17 000 vols, je crois, de Starship. Ah. Ce qui fait que ça faisait 6 vols par jour de Starship pendant 7 ans, je crois. Vous voyez, des gens commencent déjà à cruncher les maths par rapport à... Et c'est techniquement possible. C'est ça le truc, c'est que comprenez que c'est pas genre on change... C'est pas on change de système solaire, d'accord? Là, on aurait des limites physiques qu'on ne sait pas dépasser, d'accord? La vitesse de la lumière et tout ça, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Là, technologiquement et logistiquement, c'est à notre portée. Est-ce que c'est dingue? Oui. Mais c'est juste de la logistique et de la technologie qu'on sait déjà faire. C'est à notre portée. C'est totalement dingue. Mais c'est à notre portée. Je trouve ça génial. Et j'ai hâte de voir ça. Tout comme je me régale de voir Starlink exploser et être une poule aux œufs d'or pour SpaceX. On verra bien. Comme je dis, on verra bien. SpaceX prend des risques et des paris. Ils sont pas là pour faire de l'argent. C'est ça le truc. Ils sont là pour faire de l'argent. Pour réinjecter l'argent. Vous voyez? SpaceX n'est pas une compagnie qui fait du profit. Ils s'en foutent du profit. Tout l'argent est réinvesti dans des trucs toujours plus dingues. Toujours plus dingues. Totalement incroyable. Le Lunar Data Center, mais totalement. Totalement. C'est fou, hein. On vit une époque incroyable. Hein. Bon, écoutez,
Je crois que j'ai fait le tour du merdier. J'ai rien oublié. Non. Donc ouais, on espère que la semaine prochaine, on aura des news pour peut-être S39 ou B19 au pad. On espère. On attend avec impatience le prochain vol de Starship. Nous sommes assoiffés de Starship. Je veux voir un booster au pad. Info statique. Les premiers V3. On veut voir les premiers V3 en action. Les premiers moteurs V3. Donc ouais, on attend avec impatience tout ça. Bon écoutez, je m'arrête là. Passez un bon week-end. Ce soir, je continuerai mon run avec les elfes. Demain, je ferai une découverte de Task Force Admiral. Un petit jeu de management sur la guerre du Pacifique. Plutôt bien foutu. On testera tout ça, on jouera un petit peu. On se cassera les dents sur l'IA. Et c'est déjà pas mal. Ouais, donc ce soir, je continuerai le run avec les elfes sur Golden Legacy. Je vais saigner du cul encore. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez un bon week-end, bonne soirée, bonne journée. Et puis moi, je vous dis à ciao, ciao. Allez, salut tout le monde, bye bye.